Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans une vidéo précédente, on a parlé un peu de ce qu'est un semi-conducteur et ici, on va voir ce que c'est un peu plus en détail. Donc, pour rappel, un semi-conducteur, c'est un matériau qui a les caractéristiques d'un isolant et d'un conducteur lorsqu'on applique tout simplement une tension extérieure à ces bornes. Et la matière d'un semi-conducteur, on a vu qu'elle est constituée d'atomes. Donc, dans une des vidéos précédentes, on a vu ce que c'est un atome, comme quoi il est constitué de nucléons, de protons, de neutrons, donc le noyau de l'atome. Et on a vu que l'atome est constitué d'électrons, et ce sont ces électrons qui vont venir graviter autour du noyau tout simplement. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir pour pouvoir regarder aisément celle-ci. Donc, nous, ce qui va nous intéresser d'abord, c'est ce qu'on appelle la structure, je vais vous le noter ici, structure cristalline. Donc, on va parler bien évidemment du composant de base des composants semi-conducteurs en électronique qui est tout simplement silicium. Donc, tout simplement, il faut comprendre que avant de parler de structure cristalline, sachez qu'il existe deux états. Vous avez un état qu'on appelle l'état amorphe et vous avez un autre état qu'on appelle l'état cristallin. Et vous allez voir que c'est l'état cristallin qui va nous intéresser. Donc en fait, l'état amorphe, c'est un état dans lequel l'arrangement des atomes est aléatoire. Donc là, je vais vous représenter par exemple un, un petit graphique succinctement. Donc là, on verra que c'est quelque chose de vraiment aléatoire. Ça peut faire comme ceci, comme ceci. Enfin, c'est un état qui est vraiment aléatoire, comme je viens de vous le dire. Et en fait, l'état cristallin, c'est un état où les atomes sont arrangés de façon périodique. Et c'est cet état-là qui va nous intéresser. Et tout simplement, un cristal, puisque le silicium est un cristal, est un arrangement périodique tridimensionnel d'atomes. Et donc, c'est une répétition infinie de motifs élémentaires dans l'espace. Et donc, vous aurez par exemple cette représentation. Donc, je vous la dessine ici. Et donc, sachez que c'est quelque chose qui peut continuer, qui peut être infini. Parce que c'est une répétition qui peut être infinie, une répétition de motifs infinis élémentaires dans l'espace. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui est très bien agencé. Et donc, les systèmes cristallins se construisent à partir de ce qu'on appelle un groupe de n particules. Et c'est ce groupe de n particules qui constitue tout simplement la cellule de base. Et tout simplement, ce groupe de particules, comme je vous l'ai dit, il est répété périodiquement en un réseau défini. Et on peut le définir tout simplement par trois vecteurs, par exemple le vecteur A, B et C. Et à l'aide de ces vecteurs, tout simplement, on peut obtenir des formes géométriques de façon très très simple. Donc par exemple, ici, je vais vous le dessiner. Comme ceci. Et vous allez encore avoir celui-ci. Et donc, par exemple, ici, le A, ici, le B, et ici, par exemple, le C tout simplement. Et donc, c'est à l'aide de ces vecteurs, comme je vous l'ai dit, on obtient des formes géométriques vraiment très très simples, parce qu'on est dans un réseau qui est, comme je vous l'ai dit, tridimensionnel, et on va obtenir des formes géométriques très simples. Et la forme
construite sur ces trois vecteurs constitue tout simplement ce qu'on appelle la maille élémentaire. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe de nombreuses formes. Donc ici, je vous ai dessiné une forme assez simple qui est une forme cubique. Mais vous avez également une forme qu'on appelle forme tétragonale. Et vous avez la forme également qu'on peut appeler hexagonale, etc., etc. Donc voilà grosso modo, mais si on va se recentrer tout simplement sur les semi-conducteurs, il faut savoir que la majorité des semi-conducteurs vont venir cristalliser dans le système ici qui est cubique, où les trois vecteurs sont égaux, le vecteur A, le vecteur B et le vecteur C. Et donc, on dit que les trois axes ont la même longueur et les trois angles tout simplement sont égaux et droits. Et en fait, pour ce système cubique, on a différents types. Donc, on va le noter ici. On a ce qu'on appelle le cubique simple. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature, celui-là, donc on n'en a pas besoin. On a le cubique qui est appelé centré. Et donc, ça, c'est pour les métaux, je vais le noter ici, les métaux alcalins. Ensuite, on a le cubique à face centrée. Et donc ça, c'est pour les métaux nobles, les gaz rares, etc. Donc je vais vous le noter quand même. Métaux nobles, gaz rares. Et on a le dernier qu'on appelle le cubique diamant. Et donc le cubique diamant, par exemple, c'est pour le carbone, le germanium, mais aussi, ce qui nous intéresse, le silicium. Donc sur le moteur de recherche Google, vous pouvez taper cubique diamant et vous allez trouver tout simplement son image par rapport au silicium si vous le souhaitez. Et donc, ce qu'il faut savoir du silicium, c'est que c'est le semi-conducteur le plus utilisé dans l'industrie électronique et il appartient à la quatrième colonne, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, de la classification périodique des éléments. Et donc, comme on vient de le voir, sa structure, elle est cristalline et elle forme un cubique diamant. Donc le silicium a une structure, je vous le note ici, cristalline, cubique, diamant. Donc voilà pour le silicium. Et donc ce qui va nous intéresser maintenant, donc là on a vu grosso modo le silicium, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce qu'on appelle, donc on va prendre une autre feuille, ce qu'on appelle les bandes d'énergie, pour bien comprendre la chose. Donc, comment on peut représenter le silicium par exemple? Le silicium, il faut savoir, comme on l'a déjà vu, il contient 4 électrons de valence. Donc ici, le silicium, on a 4. Et donc, dans un réseau, on aura plusieurs siliciums côte à côte. Comme ceci par exemple. Donc on va dessiner les derniers. Et donc sachez que les électrons sont capables d'occuper deux états. Donc à l'équilibre thermodynamique, ils occupent tout simplement les états de plus basse énergie, ce qu'on appelle les états liants. Et le deuxième état d'énergie est dû au couplage de deux atomes, et c'est les états antiliants. Donc en fait, quand vous allez associer plusieurs siliciums ensemble, vous allez créer ce qu'on appelle ici des liaisons covalentes. Et donc en fait, c'est les liaisons d'un électron d'un silicium avec l'électron de l'autre silicium ensemble. Et donc, là, ce sont des liaisons qu'on appelle des liaisons covalentes tout simplement que j'entoure. Et donc en fait, à partir d'un état,
ici, vous allez créer tout simplement deux états avec ces liaisons covalentes. Et donc, vous avez l'état du bas de plus basse énergie qui va s'appeler l'état liant, et vous avez l'état du haut qu'on va appeler l'état anti-liant. Et donc, tout simplement, la largeur de bande est déterminée entre ces deux états, et le couplage de deux atomes va conduire tout simplement à un dédoublement du niveau, comme on vient de le voir ici. Donc, pour chaque couplage, on aura un dédoublement de niveau avec l'état liant et l'état anti-liant. Et donc, pour n atomes, on va obtenir alors une série de n niveaux discrets, et le raisonnement est exactement le même pour un réseau à trois dimensions, comme on vient de le voir pour la structure cristalline diamant tout simplement. Mais là, pour un souci de compréhension, on le fait tout simplement à un niveau beaucoup plus représentatif pour bien comprendre la chose. Et pour un nombre très grand d'atomes, la séparation des niveaux d'énergie provenant tout simplement de l'éclatement d'un niveau initial de l'atome isolé tend vers zéro. Et donc, pour un matériau comme le silicium, où n va être très grand, vous allez obtenir des bandes d'état séparées par des gains d'énergie tout simplement, où aucun état électrique ne peut exister. Et donc, on va parler de deux bandes qu'on appelle bandes tout simplement permises et de bandes interdites. Donc, ici, à partir de ce niveau-là, donc on va dédoubler la chose, comme je vous l'ai dit. Donc là, à partir d'un atome, ici, on arrive à deux atomes. Donc ici, on a un atome, deux atomes. Ensuite, la chose va être encore dédoublée. Donc ici, par exemple, pour quatre atomes, on va avoir quatre bandes et quatre bandes, etc., jusqu'à n atomes où on aura un nombre très grand. Et donc là, on aura carrément deux bandes bien distinctes qu'on va pouvoir déterminer avec la bande de valence, la bande de conduction, et entre les deux, ce qu'on appelle la bande interdite. Et donc, euh, les bandes d'énergie qu'on représente ici, ça représente les états d'énergie des électrons dans un solide, comme le silicium. Et donc, à l'équilibre thermodynamique, les électrons vont remplir les bandes d'énergie les plus profondes. Donc, par exemple, les électrons vont remplir ces bandes d'énergie-ci, les plus profondes, en premier. Et tout simplement, ensuite, quand on passera d'une bande d'énergie à une autre, ici, quand les électrons atteindront la bande de conduction, c'est là où ils pourront être conduits et où l'électricité pourra être conduite tout simplement. Et donc là, on voit bien déjà les prémices de la relation entre l'état isolant et l'état conducteur. Et donc, pour résumer très rapidement la théorie des bandes, c'est qu'en partant d'un atome isolé, les électrons ont des énergies qui sont bien définies et quantifiées. Et si un deuxième atome vient se loger à côté du premier atome, les électrons des deux atomes vont venir interagir entre eux, ce qui va entraîner tout simplement, donc là on voit bien qu'ils vont créer une liaison covalente, et donc cette interaction entre eux va entraîner un décalage de niveau d'énergie, comme on le voit ici et comme on le voit ici. Et ce décalage est une conséquence directe de ce qu'on appelle du principe d'exclusion de Pauli. Donc ça, c'est des termes un peu complexes. Exclusion de Pauli. Pourquoi? Parce que ce principe veut que deux électrons ne puissent avoir le même état quantique. Donc, ne peuvent pas avoir le même état d'énergie. C'est pour ça qu'ici, à partir de quatre atomes également, à partir de deux, c'est pour ça qu'on a deux états d'énergie bien distincts. À partir de quatre atomes, on aura ici 4 plus 4, 8 niveaux d'énergie bien distincts. Et c'est à cause du principe de l'exclusion de Pauli, parce que ce principe dit que il veut que deux électrons ne puissent pas avoir le même état quantique, donc ils ne peuvent pas avoir le même état d'énergie. Et donc, au fur et à mesure que l'édifice
cristallins, et en particulier de silicium, se constituent. Les niveaux, ici, comme on le voit, vont se multiplier en une étendue d'états possibles, et c'est ce qui va donner naissance à deux bandes, comme on vient de le voir ici. Donc ici, vous avez la bande, c'est ce qu'on appelle la bande de conduction, et en bas, vous avez ce qu'on nomme la bande de valence, tout simplement. Et c'est la position, et donc entre les deux, ici, on a ce qu'on appelle la bande interdite. Et tout simplement, c'est la position de ces bandes qui va classer le matériau soit en matériau conducteur, soit en matériau isolant, soit en matériau tout simplement semi-conducteur. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir les propriétés électriques d'un matériau qui sont tout simplement les fonctions des différentes bandes permises sous l'action tout simplement d'un champ électrique. Les électrons vont acquérir un gain d'énergie et se déplacer. Donc, si les électrons sont tous placés dans la bande de valence, ils vont avoir sous l'action d'un certain champ électrique, d'un certain niveau d'énergie, ils vont être déplacés dans la bande de conduction et vont pouvoir conduire l'électricité tout simplement. Et donc, on va voir succinctement maintenant les bandes permises qui sont pleines, vides ou partiellement occupées à la température, par exemple, de 0 Kelvin. Donc, on va commencer par les bandes qui sont entièrement pleines. Donc, ce qu'il faut savoir pour les bandes, alors, euh, d'abord, je vais vous dire le texte et après, je vous ferai le petit croquis pour bien comprendre. C'est que les bandes entièrement pleines, elles ne participent pas à la conduction car tous les électrons occupent une place. Donc, il n'y a pas de place libre pour le déplacement des électrons. C'est tout simplement un isolant. Ensuite, vous avez la bande entièrement vide. Elle ne participe pas au courant électrique car il n'y a pas d'électrons, c'est un isolant. Et vous avez la bande partiellement occupée. Et donc, un conducteur, c'est un matériau tout simplement dans lequel une bande est partiellement occupée et la dernière bande pleine est la bande de valence et la bande permise d'ordre directement supérieure est la bande de conduction comme on le voit ici. Et donc, cette bande de conduction peut être entièrement vide, donc isolant, ou partiellement occupée, conducteur. Et la bande interdite ici, située entre le sommet de la bande de valence et entre le bas de la bande de conduction, elle est appelée soit bande interdite, soit gap du matériau, et sa largeur, elle est notée tout simplement EG. Donc ça, EG, c'est la largeur de la bande interdite. Et tout simplement, la différence entre un semi-conducteur et un isolant, elle est beaucoup moins nette qu'entre un conducteur et un isolant. Et en fait, c'est la largeur du gap d'un semi-conducteur qui est suffisamment faible pour qu'à température ambiante, tout simplement, l'énergie d'agitation thermique puisse exciter un nombre d'électrons de la bande de valence vers la bande de conduction, tout simplement. Donc, je vais vous faire un tableau récapitulatif. Donc là, on a la bande de conduction. Ici, on a le type. Et on peut éventuellement mettre le gap en hectonvolts. Donc, le type, donc on a dit que c'était soit un isolant, soit un conducteur, soit SM, un semi-conducteur. Donc la bande de conduction, ici, elle est vide. Pour un semi-conducteur, elle est vide. Et pour un conducteur, elle est partiellement occupée. Donc, cette notion-là, on ne va pas la mettre parce qu'elle est assez complexe. Déjà que je vous ai surchargé cette vidéo d'éléments. Bande de conduction vide, type isolant, et donc
le solide ne contient aucun électron capable de participer à la conduction tout simplement. Et donc, comment on va le matérialiser? Euh, on va le matérialiser tout simplement par ce graphe-ci. Et donc, pour un isolant, ici, on aura BV pour la bande de valence, et ici, on aura BC pour la bande de conduction. Ça, c'est pour l'isolant. Et on voit que pour un isolant, euh, allez, on va vous dire, je vais vous donner quand même le gap EV, parce que ici, pour un isolant de mémoire, je crois qu'il est environ égal à 10. Et ce qui correspond à l'énergie. Et ici, sur cette partie-là, vous avez l'énergie. Et donc, on voit que ici, on a une distance qui est très élevée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a qu'on est dans un isolant, tout simplement. Pour un conducteur, non, on va parler du semi-conducteur en premier. Tout simplement, c'est que le solide est un isolant à température nulle et une élévation de la température permet de faire passer les électrons de la bande de valence à la bande de conduction. Et donc, ici, en termes d'énergie, on est à 1 à 2. Et si on doit le schématiser ici, on aura la bande de valence et la bande de conduction. Et donc ici, on voit que la bande interdite est suffisamment faible pour pouvoir conduire, pour pouvoir être un isolant à température ambiante et pour pouvoir conduire les électrons ici et pour qu'ils puissent passer de la bande de valence à la bande de conduction tout simplement. Donc là, on est dans un semi-conducteur. Et maintenant, on va voir le conducteur. Donc ici, on n'a pas de gap. Et même avec une température nulle, un très faible champ électrique peut faire passer les électrons au niveau d'énergie supérieure parce qu'on verra qu'il y a un léger chevauchement. Donc là, on a la bande de valence et ici, on va avoir la bande de conduction. Et ici, on aura un tout simplement chevauchement. Donc, l'occupation des différents états d'énergie par les électrons suit la distribution, ce qu'on appelle la distribution de Fermi-Dirac. Donc, je vous épargne de retenir le nom tout simplement. Et il existe donc une énergie caractéristique, tout simplement, pour passer d'un niveau à un autre. Donc, on voit qu'ici, en termes d'isolant, il faudrait énormément d'énergie ici, et ce qui est tout simplement impossible. C'est pour ça qu'on est dans le terme isolant. Et ici, un semi-conducteur, on est d'abord dans un isolant et il suffit d'un tout petit peu d'énergie pour pouvoir passer de la bande de valence à la bande de conduction et donc pour passer de l'isolant au conducteur. Et c'est pour ça qu'on appelle ce matériau le semi-conducteur. Et pour les conducteurs, c'est parce qu'il y a un chevauchement qu'on peut conduire directement l'électricité. Donc, pour récapituler cette vidéo, c'est-à-dire qu'en partant de l'atome, on aura deux structures différentes. Donc, la première qui est l'amorphe, qui ne nous concerne pas dans notre cas, et la seconde qui est la structure cristalline. Donc, la structure cristalline, c'est un cristal, et le silicium est un cristal. Et parmi cette structure cristalline, on a différents types de structures. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les structures cubiques en particulier. Et parmi les cubiques, c'est le cubique diamant qui correspond tout simplement au silicium. Et donc, avec ce silicium-là, l'agencement du silicium, je vous ai représenté une vue 2D, parce que l'ilithium a 4 électrons de valence. Donc, la mise en commun de 2 électrons de valence ensemble forme une liaison covalente. Et c'est cette liaison où on aura un dédoublement des électrons, un dédoublement pardon, des liaisons qu'on appelle en bas la liaison liant et anti-liant. Et donc, tout simplement, c'est dû à l'exclusion de Pauli, comme je vous l'ai expliqué. Et plus on mettra d'atomes les uns avec les autres, plus les liaisons vont se multiplier, se dédoubler,
comme ici, jusqu'à créer avec n atomes, donc avec un nombre conséquent d'atomes, deux bandes différentes, la bande de valence, la bande de conduction, et entre les deux, on a la bande interdite. Et donc, par rapport au placement des différentes bandes, on aura soit un isolant, donc la bande interdite sera tellement élevée qu'il faudra énormément d'énergie pour que les électrons passent de la bande de valence à la bande de conduction, ce qui est impossible. Vous aurez le conducteur directement, où la bande de valence se chevauche avec la bande de conduction. Donc, les électrons pourront directement se déplacer d'un point A à un point B sous un champ électrique qui est très très faible. Et vous avez le semi-conducteur qui, à température ambiante, tous les électrons se situent dans la bande de valence, donc est un isolant. Et dès qu'on va mettre un champ électrique, les électrons vont passer de la bande de valence à la bande de conduction et pouvoir être transmis, se déplacer d'un point A à un point B. Donc on entre dans la phase de conducteur, donc de semi-conducteur. Donc ça, c'est pour la partie silicium. Et on verra dans une prochaine vidéo, parce que grosso modo, juste avec du silicium, on aura un très très mauvais conducteur. Le silicium, c'est simplement la base de tous les composants semi-conducteurs. Et on verra qu'on va venir doper, ce qu'on appelle, c'est un nouveau terme encore, on va venir doper le silicium pour pouvoir jouer sur la conduction du matériau, tout simplement, pour pouvoir créer les composants et pour pouvoir créer de véritables semi-conducteurs. Donc, cette vidéo était assez complexe. Donc du coup, s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire au bas de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et tout simplement, dans cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus simple possible et le plus clair possible pour des notions qui sont plutôt complexes, mais ça vous permettra de comprendre comment sont créés de l'intérieur déjà, d'avoir une première vue, un premier niveau sur la création des composants électroniques qu'on va utiliser pour créer tout simplement des PCB et pour pouvoir créer une fonctionnalité bien particulière comme une carte PCB d'un téléphone portable, d'un drone, etc., etc. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.